Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Mélodie. Mélodie est tout simplement impressionnante. Malgré une enfance difficile, elle a toujours gardé le sourire, toujours gardé un tempérament positif et toujours su rebondir. Après de multiples boulots, elle a trouvé vraiment sa voie, l'immobilier, et aujourd'hui elle se sent plus épanouie et plus alignée que jamais. Je vous laisse découvrir son parcours et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mélodie. Salut Béné. Je te remercie beaucoup d'accepter de répondre à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Mélodie, j'ai 38 ans. Je suis maman solo de 2 enfants, de 14 et 4 ans. Et je suis à mon compte dans l'immobilier depuis 4 ans en janvier. Ça fera 4 ans. D'accord. Ouais. Et donc on va revenir quelques années en arrière et parler de ton parcours. J'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai pas eu la chance de pouvoir faire des études. J'ai été une enfant des services sociaux, une enfant maltraitée. Et j'ai dû arrêter l'école en cours de première littéraire. Parce que la vie était trop compliquée à ce moment-là. Donc j'ai fait de petits boulots en petits boulots. Là, je prenais ce qu'on voulait bien me donner en fait, tu vois. Donc j'ai fait de tout et de rien, hein. De la restauration, de la vente de fringues, du travail d'usine. Par contre, j'étais la salariée idéale parce que le travail était une valeur refuge pour moi. Donc j'ai toujours évolué quand même dans les entreprises que au sein desquelles j'ai été. Mais j'ai jamais trouvé ce qui m'allait et j'ai souvent changé d'activité. Je suis jamais restée plus de 4-5 ans grand max dans un boulot, quoi. Donc du coup, quand tu parles de la première littéraire, c'est que tu as arrêté les études à environ 16 ans. 16 ans. Ouais. Et directement, tu as été dans le monde du travail. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, j'ai travaillé tout de suite et t'imagines dans les boulots qui embauchent avec des jeunes de 16 ans, hein, donc les Quick, les McDo, ce genre de choses-là. Après, j'ai eu mon fils, j'avais 24 ans et j'étais vachement complexée par le fait de ne pas avoir de diplôme et je me sentais pas légitime à dire à mon enfant que l'école était importante si moi-même je réussissais sans avoir de diplôme. Donc j'ai passé un bac pro commerce en candidat libre quand j'avais 27 ans, première année de maternelle Daronne. Et je voulais faire un BTS profession immobilière derrière. D'accord. Parce que l'immobilier m'attirait déjà. Ouais, j'avais une certaine appétence vers l'immobilier. C'était pas du tout un métier que j'imaginais pouvoir faire sans formation initiale. Donc j'ai eu mon bac pro avec mention très bien et j'ai cherché un patron pour faire un BTS profession immobilière. C'était en 2012, donc crise immobilière encore en plein boom. Tu coûtes 100% du SMIC quand t'as 28 ans. Donc j'ai eu des propositions d'emploi, mais jamais en alternance. Et j'avais trop peur de me lancer sans rien y connaître et sans avoir de formation initiale. Donc à ce moment-là, j'ai complètement abandonné le projet, quoi. Mais déjà à cette époque-là, ça te plaisait. Tu Ouais. savais déjà. Et plus jeune, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou l'immobilier, c'était pas tout de suite. C'est pas venu tout de suite. Alors, j'ai eu des rêves d'enfant quand j'étais plus jeune. J'ai fait 10 ans de théâtre et je voulais devenir comédienne. D'accord. C'est un rêve que j'ai vite abandonné. Parce que l'intermittence du spectacle, c'est compliqué. Parce que si t'as pas le relationnel qu'il faut, c'est compliqué. Et que, qui plus est, le théâtre, c'était pas vraiment une passion. J'ai pas été passionnée par le théâtre. Je lis pas des œuvres à longueur de temps. Je vais pas au théâtre moi-même. Ce que j'aimais, c'était vraiment être sur scène, en fait. C'était jouer, quoi. C'est ça. C'était être sur scène. Et puis j'ai arrêté le théâtre parce qu'à 19 ans, j'ai fui l'univers où je grandissais, où j'évoluais. Et je suis partie en région parisienne. Et que là, tu reprends les mêmes choses, les mêmes problématiques, hein. Il faut travailler, il faut trouver du boulot, il faut payer les factures. Au final, le théâtre, j'ai arrêté et je me suis plus permis de rêver pendant pas mal d'années. Et l'immobilier, ouais, j'y ai pensé. J'ai eu l'opportunité de reprendre, j'ai eu une opportunité d'être au chômage dans le sens où mon conjoint, le papa de mon fils, s'est fait muter dans le sud. Donc j'ai touché le chômage pendant quelques années, ce qui m'a permis
de faire ses études, ce bac pro en candidat libre, etc. Et d'envisager l'immobilier à ce moment-là, mais pareil, j'ai été rattrapée par la réalité. Un patron ne peut pas se permettre aujourd'hui d'employer quelqu'un qui lui coûte 100% du SMIC pour être à 60% du temps en entreprise, quoi. C'est compliqué, tu vois. Ouais. Donc du coup, tes études, quand tu as passé le bac pro, c'était un bac pro commerce. Ouais. Tu l'as fait dans le sud Ouais, je venais de revenir dans le sud. J'étais à Martigues à cette époque-là. D'accord. Ouais. D'accord. Et du coup, il s'est passé quoi après, une fois que tu as eu cet examen Je suis retournée dans le monde professionnel. En fait, j'ai eu en région parisienne, j'ai été responsable d'un bureau de tabac. C'est un boulot que j'ai adoré pendant 5 ans, que j'ai arrêté parce que j'ai eu mon enfant et que c'est un boulot fantastique avec un vrai relationnel. J'aime ça, j'ai besoin de contact humain. Mais concrètement, tu peux pas cumuler cet emploi-là avec une vie de famille. Tu commences à 5h du mat, va trouver une nana une nounou qui accepte de commencer à 5h du mat et que tu récupères ton gamin à 19h30, c'est juste impossible, 7 jours sur 7. Donc j'ai arrêté ça et après mon bac et après cet échec cuisant de la recherche d'un employeur dans l'immobilier, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire j'ai démarché des sociétés, j'ai déposé des CV un peu partout et j'ai bossé dans le commerce, dans un bureau de tabac, dans une boutique de fringues. Et après quelques années, le papa de mon fils a été remuté cette fois-ci, à notre demande, parce qu'on est venu en vacances dans le Gard et on a adoré le Gard. D'accord. Et donc on est venu vivre dans le Gard et là j'ai refait une formation. À chaque fois que j'ai été au chômage, j'en ai profité pour faire des formations en fait. J'ai fait une formation dans l'administratif parce que moi l'informatique, comment te dire, c'est compliqué, sauf que dans le monde du travail actuel, si tu ne maîtrises pas cet outil, ça peut être nécessaire, quoi. Ouais. C'est indispensable. Vraiment. Et donc j'ai fait cette formation avec un stage obligatoire. J'ai fait un stage dans un centre de formation qui m'a embauchée en tant que conseillère en formation. Alors que j'avais pas l'expérience, tu vois, mais ils ont décelé chez moi des compétences et j'ai fait ce boulot-là, je me suis régalée vraiment. Ça a été finalement la première évolution sociale pour moi, tu vois. Même si j'ai eu la gestion quand même d'un bureau de tabac, c'est pas rien pour la gamine que j'étais, de là où je viens en tout cas. Là, conseillère en formation, tu as un rôle à jouer auprès des gens, tu vois, des entreprises, des jeunes qui sont en alternance. Donc c'est un boulot dans lequel je me suis vraiment régalée. Et après j'ai été dans les assurances. Pareil, j'ai été démarchée. Et là, élévation sociale plus pour moi, tu vois, dans mon esprit en tout cas. Pour celle que j'étais, être assureur, c'était une fierté. Avant de savoir ce qu'était l'assurance. Parce que pour le coup, c'est pas une expérience professionnelle que j'ai bien vécue. Vraiment pas. C'est une très bonne école, mais c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est une expérience qui a été difficile au point de me mettre en dépression en fait. D'accord. J'ai fait un burn-out parce que les objectifs chiffrés, la déshumanisation des relations, mon manager qui n'était pas un manager fait pour la gente féminine en tout cas. Tu vois, les réflexions, j'étais maman célibataire à cette époque-là de mon fils. Les réflexions du fait, mais 20h30 c'est pas une heure pour être chez toi avec ton enfant, c'est une heure pour être en clientèle. C'est des choses qui étaient réelles, que je recevais. Donc ça a été difficile, ça m'a mis en dépression. J'ai été 1 an en arrêt maladie, licenciée pour inaptitude. Et j'avais rencontré quelqu'un durant mon arrêt maladie qui était au sein du réseau dans lequel je suis aujourd'hui, qui m'a parlé de l'opportunité IAD, donc l'immobilier, à son compte. J'ai mis 1 an et demi à le suivre. À le suivre géographiquement ou à le suivre dans son évolution professionnelle? Dans ce métier-là. D'accord. Ouais, à oser me lancer en tant que chef d'entreprise, à oser me lancer dans l'immobilier sans y connaître quoi que ce soit au final, à part la volonté de réussir et de bien faire. J'avais pas de formation. Mais c'est comme ça, ouais, c'est suite à mon expérience dans l'assurance et les difficultés que ça a engendré chez moi que j'ai osé me lancer à mon compte. Ouais, c'est chouette. Dans l'immobilier, dans ce vers quoi je voulais aller quand j'avais 28 ans. Quoi. Ouais. Et du coup, parce que du coup, c'est de l'entrepreneuriat, puisque tu es à ton compte avec ton entreprise. C'était quelque chose à quoi tu avais déjà pensé? Jamais. Et pourtant, dans le salariat, j'ai jamais eu le sentiment d'être à ma place. Parce que, comme je te l'ai dit, j'étais la salariée idéale, vraiment.
Sauf que la reconnaissance du patron derrière, tu l'as pas nécessairement, pas avec tous en tout cas. Et je me suis vite ennuyée dans les métiers que je pouvais faire. Euh, mais j'avais jamais une seule seconde envisagé de pouvoir me lancer à mon compte. Quand tu viens de là où je viens, c'est compliqué de se dire que tu as les capacités d'être chef d'entreprise. Tu vois, c'est des rêves qui sont un peu interdits finalement. Ouais. Et je l'avais jamais envisagé. Ça me faisait une peur bleue en plus. Et comment c'est venu du coup? C'est par rapport à cette personne, le fait de voir comment lui il travaillait, au fur et à mesure tu t'es dit, moi aussi en fait je peux le faire. En fait, je l'ai observé pendant 1 an et demi. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le suivre. C'est que j'avais besoin de le voir réussir. Il ne venait pas du tout du monde de l'immobilier non plus, Damien. Et j'ai eu besoin de l'observer, de le voir réussir euh, pour être convaincue que je pouvais le faire. Même si au départ, je me suis renseignée. Tu vois, le IAD, le réseau où je suis, ils n'ont pas du tout de salariés à part au siège. Mais les conseillers sur le secteur sont tous des indépendants. Au départ, je me suis renseignée sur le portage salarial tellement j'avais peur, tu vois. Et c'était pas faisable. Ce qui fait que, et puis j'ai été licenciée pour une aptitude, ça te donne droit au chômage. Et c'est ce qui m'a sécurisée dans le fait de me lancer. Ouais. Oui, tu as eu ces 1 an et demi du coup de chômage. C'est ça. Et, c'est une période qui t'a aussi permis certainement de faire un peu le point aussi, parce que tu as un parcours quand même assez varié. Et peut-être que ça t'a servi de pause, et avec cette rencontre en plus, de pouvoir t'orienter dans l'immobilier, quoi. Cet arrêt maladie que j'ai eu, finalement, j'ai envie de te dire que ce burn-out, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et oui. Parce qu'avant, j'ai toujours avancé la tête dans le guidon sans trop me poser de questions, sans avoir le sentiment que mon passé pouvait être une difficulté. Et cette période de dépression m'a obligée à travailler sur moi. Et finalement, c'était nécessaire, à me poser les bonnes questions, à travailler sur ce qu'il était nécessaire de travailler. Donc ça a été vraiment très bénéfique. Et je pense que si je l'avais pas vécu, j'aurais jamais eu le courage peut-être de me lancer à mon compte, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, ce parcours que tu as eu assez atypique, on peut dire, je sais pas si on peut dire atypique, mais en tout cas en ayant plein de boulots différents, aujourd'hui tu as quel regard sur ce parcours? Je pense que alors, j'aime pas dire que j'ai eu de la chance, parce que pour moi la chance se provoque. Mais si, parce que en fait tout est aligné, tu vois. Tout est aligné et chacune des expériences que j'ai acquises m'a permis d'évoluer. C'est bête, tu sais, mais y a des entreprises que ça peut faire fuir, alors que d'autres, mon CV était tellement éclectique que ça les a intrigués. Ça leur a prouvé que j'étais quelqu'un d'adaptable, par exemple, que je pouvais être force de proposition. Ça m'a appris à être la personne que je suis aujourd'hui, finalement, chacune des expériences que j'ai retirées, même l'assurance, qui a été finalement quelque chose de difficile, m'a beaucoup appris. Ouais. Donc non, c'est une bonne chose. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens qui étaient les miens, et je m'en suis pas trop mal sortie finalement. Ouais. Et c'est ça qui est dans ce genre de parcours que j'aime, moi, parce que souvent on a un regard négatif. On peut avoir un regard négatif sur ces expériences multiples en se disant j'ai fait ça, j'ai fait tellement de trucs différents. Et en fait, plus on avance dans l'âge et plus on voit que c'est une chance en fait d'avoir fait des expériences multiples. Ouais, vraiment. Et ça peut être reconnu par certains patrons. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est clair. Non, c'est un parcours très riche, je trouve. Ouais. Et donc aujourd'hui, donc tu es conseillère en immobilier chez IAD. C'est ça. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? En fait, l'immobilier, ce qui m'attire, j'ai besoin de servir à quelque chose. Et contrairement à, ça va à contre-courant de l'image que les gens peuvent avoir du conseiller en immobilier, j'ai toujours sacralisé un petit peu ce métier, dans le sens où pour moi, on a un vrai rôle en termes de sécurisation de la transaction, parce qu'il y a beaucoup de législatifs, que c'est pas rien comme événement que de vendre son bien dans lequel on a des souvenirs, ou que d'accéder à la propriété avec un endettement sur 25 ans. Pour moi, ce rôle-là, il est super important. Et c'est ce que j'aime dans ce métier-là. C'est vraiment l'accompagnement
que je peux avoir auprès de mes clients vendeurs et acquéreurs, dans ce qui est une étape finalement importante. C'est pas rien d'accéder à la propriété, c'est pas rien de vendre, ça peut être dans des conditions parfois difficiles. La vente d'un bien, il y a des séparations, il y a des successions. Et c'est ce que j'aime dans ce métier. J'ai vraiment pas le profil commercial, tu vois. Oui. J'ai un côté social finalement. Et très humaine aussi. Ouais. Tu mets beaucoup d'humain là-dedans et c'est tout à ton honneur parce que c'est vrai que l'immobilier, des fois, ça peut paraître un peu très commercial en fait. Parce que c'est un métier qui est à forte rémunération. Mm. Et l'argent est un tabou en France, il faut bien le dire. Et puis pour le client, c'est toujours trop cher. Pour moi, jamais assez. parce que en fonction de l'investissement, il y a ce que les gens voient, il y a ce qu'implique ton métier quand même à un côté. Ouais. S'il y a un vrai décalage, c'est vraiment un iceberg. Tu sais, la face immergée. Ouais. Et je comprends que pour le client, ce soit toujours trop cher, bien évidemment. Et je crois que quand tu l'as compris en plus et que tu l'acceptes, tu fais ton métier avec beaucoup plus de légèreté. Mais ouais, c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier. Alors je le fais, je serai jamais une performeuse, comme peuvent l'être certains qui ont ce côté commercial qui me manque moi. Mais en tout cas, je le fais en alignement avec mes valeurs, avec ce que je suis, avec ce que j'aime. Donc j'ai la chance aujourd'hui de faire un métier que j'aime profondément parce que je choisis mes clients. Je choisis les gens qui m'entourent, je choisis mon équipe, je choisis la manière dont j'ai envie de travailler sans que qui que ce soit m'impose quoi que ce soit. Donc c'est juste fantastique. Je suis pour une fois à la place où j'ai envie d'être. Ouais. Tu vois ? Ah, c'est beau. Non, mais c'est beau. C'est marrant parce que du coup, l'immobilier est passé, quand tu avais un peu moins de 30 ans, est passé par là. Et puis finalement, c'était peut-être pas le moment en fait, tout simplement. Et aujourd'hui. T'es revenue dans ce métier, tu l'as retrouvé et t'es épanouie. Ouais, je pense. Je suis quelqu'un qui. Enfin, je crois au destin. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tu vois. J'ai eu cette appétence à un moment donné. Je pense que si je n'ai pas persévéré, c'est parce que j'avais pas les épaules pour. Ça aurait certainement été un échec cuisant à ce moment-là, parce que j'avais pas fait le travail que j'avais besoin de faire sur moi. Et il est revenu au bon moment dans ma vie. Même si c'est pas facile tous les jours, parce que j'ai des difficultés qui sont réelles, notamment émotionnelles. Mais je me régale, je fais ce que j'aime comme je l'aime, quoi. C'est fantastique. C'est fantastique d'avoir cette liberté-là. C'est clair. C'est un peu les joies de l'entrepreneuriat. Ouais, vraiment. Liberté, quoi. Et pendant cette période d'1 an et demi, quand tu parles, t'as fait un vrai travail d'introspection ou ça s'est fait entre guillemets tout seul ? Non, j'ai fait une psychanalyse. D'accord. Okay. J'ai fait une psychanalyse qui a duré 5 ans. Avant, comme je te l'ai dit, avant j'avançais tête baissée, je pensais ne pas avoir de soucis avec mon enfance. Jusqu'à cette expérience douloureuse avec l'assurance, au point d'être licenciée pour inaptitude, au point que la médecine du travail veuille me faire un dossier pour demander une allocation handicapée parce qu'ils estimaient que mon enfance était un réel handicap dans le monde du travail. Et j'ai réalisé que alors j'ai jamais fait ce dossier parce que j'ai ma fierté et qu'il est hors de question que je considère quelque chose comme un handicap mais plutôt comme une force. Par contre, j'avais besoin d'aide et je l'ai réalisé. Et j'ai fait le travail qui était nécessaire parce que même si j'avais pas de difficultés majeures avec mon enfance, tu as des schémas de construction liés à ça qui sont peut-être des freins dans ton évolution personnelle et professionnelle. Et c'était le cas. Donc j'ai fait... Tu pensais de base que ton enfance n'avait pas forcément de répercussions ? Ouais, parce que j'ai toujours avancé, j'étais pas triste, j'étais pas dépressive, j'avais pas de problème relationnel, je suis quelqu'un d'assez optimiste depuis toujours, j'ai une aisance relationnelle, j'aime les gens depuis toujours, donc c'est difficile d'identifier une difficulté quand finalement en apparence tout va bien. Ça demande beaucoup d'introspection, sauf qu'à ce moment-là, l'introspection et moi... Oui. Tu vois, ça ne disait pas trop, quoi. Pour moi, c'était même... Enfin, j'en voyais pas la nécessité. Et puis surtout, c'est quelque chose vers lequel je tendais pas du tout. J'en avais même jamais, finalement, le développement personnel. À ce moment-là, je ne savais absolument pas ce que c'était. Tu vois, les psychanalystes...
je rejetais ce monde-là parce que j'ai dû voir des psys dans mon enfance et qu'ils n'avaient pas trouvé grâce à mes yeux. Donc c'est quelque chose que je rejetais complètement et il a fallu ces événements pour que mon œil change et que finalement aujourd'hui, a posteriori, après 5 ans de psychanalyse, je réalise que ce soit le meilleur investissement que j'ai pu faire sur moi, tu vois. Donc non, c'était une bonne chose. Et du coup, à la fin d'un an et demi, est-ce que tu as eu des doutes? Enfin, comment s'est passé le moment où tu t'es dit je vais me lancer dans l'immobilier, je vais faire ça chez IAD? Alors, ça s'est fait en 2 temps. En fait, quand j'ai voulu me lancer, je suis tombée enceinte de ma fille. D'accord. Donc, ça rajoute un petit peu du doute parce que du coup, je me suis lancée, ma fille avait 6 mois. Et en même temps, j'avais un truc qui brûlait en moi, genre t'es sur ta voie, il n'y a pas de doute à avoir. Tu le sentais. Ouais. Et j'ai jamais envisagé, enfin, j'ai jamais eu de plan B. Tu vois. Et c'était ça, toujours pas. C'était ça. Ouais. C'était ça, c'était là où il fallait que j'aille. Le réseau IAD est un beau réseau, tant sur les perspectives professionnelles et financières que sur le plan humain. Donc il me correspond vraiment en termes d'humanité. Et puis j'ai pris 1 an et demi à regarder quelqu'un quand même au bout d'un moment. Ça laisse plus trop de doute. Bon, allez, j'y vais maintenant. C'est mon tour. C'est ça. Ouais. J'avais ma petite, tout était cadré pour la garde de mes enfants, pour qu'ils ne soient pas un frein à mon lancement, parce que c'est pas simple quand tu as des enfants de te lancer. Tout était cadré, tous les feux étaient ouverts, j'avais le chômage qui me sécurisait. Feu quoi. Et du coup, ils font des formations chez IAD, je crois, au départ, et après tu t'es lancée. En fait, tu as des formations tout le temps, et c'est ce qui m'a rassurée en fait. Si tu veux, le fait d'observer Damien évoluer, lui qui ne venait pas, il était ingénieur travaux avant, il ne connaissait pas du tout l'immobilier non plus, et de le voir évoluer, et de le voir se former, etc., ça m'a vachement rassurée. Je ne suis pas quelqu'un qui peut me lancer dans un métier que je te dis, que je sacralisais, sans aucune formation, parce que pour moi on a un vrai rôle à jouer auprès du client et que je ne peux pas être de mauvais conseils, je peux pas, enfin, pour moi on a un rôle important, et voir le cursus de formation qui est vraiment riche et complet m'a rassurée. Et quand je me suis lancée, j'ai passé peut-être 1 mois et demi la tête dans le guidon à ne faire qu'emmagasiner de l'information pour pouvoir apporter un minimum en tout cas de professionnalisme aux premiers clients que j'allais rencontrer quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu es passé manager, c'est ça, manager d'équipe. C'est ça. Et tu as une quinzaine de personnes dans ton équipe que tu gères. C'est ça, que j'accompagne, que je forme, que je soutiens. La magie du truc, c'est qu'on est indépendant, mais qu'on n'est pas tout seul, en fait. Et oui, c'est ça, c'est vraiment l'avantage de ce genre de principe, un peu comme on en parlait juste avant sur la franchise. T'es quand même indépendant, mais t'as toujours le soutien derrière. C'est ça, en fait, si tu veux, chez IAD, tu ne peux pas rentrer par candidature spontanée, ou même quand tu le fais, si tu veux, sur le site internet, aller directement renvoyer à un manager du secteur. Parce qu'ils estiment qu'il y a la formation théorique, mais il y a le soutien pratique qui est nécessaire. Et Damien, qui est celui qui m'a fait rentrer chez IAD, bah, tu l'as vu tout à l'heure, quand tu es arrivé, je l'ai eu au téléphone parce que j'avais besoin de conseils, encore après 4 ans, besoin de son point de vue. Donc c'est un accompagnement qu'on a tout le long, et on intègre finalement une équipe au-delà de la personne qui nous a fait rentrer. Il a d'autres personnes, il fait lui-même partie d'une équipe, donc il y a un vrai échange. Il y a un vrai réseau. On est indépendant, mais on n'est pas tout seul. Ouais, ça fait comme des collègues. C'est ça. C'est beaucoup. Enfin, ouais, c'est des collègues, parce que même au-delà de ton équipe, ça déborde l'espace de l'équipe. Il n'y a pas de liens commerciaux avec certains collègues du secteur, et pourtant on est animés par les mêmes choses, et on se soutient tous mutuellement. Quand je te parlais d'une valeur famille, et tu t'imagines à quel point c'est important pour moi qui n'en ai pas, c'est vraiment ce que j'ai trouvé au sein de ce réseau, et c'est très paradoxal parce que tu vois, on est un réseau très nombreux, on est plus de 15 000 à l'échelle de la France, et pourtant la valeur famille transpire réellement. Ouais, c'est beau comme groupe. Ouais, c'est un chouette groupe. Alors il y en a pour qui
qui ça l'est moins certainement, mais moi en tout cas j'y ai trouvé mon équilibre. Vraiment. Ouais, c'est chouette. C'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure-là? Alors j'en ai plusieurs. J'ai la satisfaction du devoir accompli et bien accompli auprès de mes clients, qui en général, voilà, j'ai un lien particulier avec eux a posteriori. On devient limite amis. Parce que c'est ce que je suis, de toute façon je ne sais pas faire sans l'humain. Donc il y a cette satisfaction-là d'avoir participé à un vrai projet de vie en y mettant de l'humain. Et j'ai la satisfaction du côté managérial d'avoir des équipes et des personnes qui s'éclatent autant que je m'éclate, qui réussissent, qui ont des perspectives d'avenir, qui peuvent être enfin à leur place, parce que c'est un réseau qui ne juge pas sur le CV, il y a 80% de reconversion professionnelle chez nous. La porte est ouverte à tout le monde et il y a des vraies réussites professionnelles et j'ai dans mon équipe des personnes qui s'épanouissent réellement. Et de me dire que, à ma petite échelle, je participe à leur épanouissement, c'est quelque chose d'hyper gratifiant en fait. Donc, le fait de participer à des projets, que ce soit auprès de mes clients ou auprès de mes collaborateurs finalement. Ouais. Et tu te vois comment dans quelques années? Dans quelques années, je me vois. J'ai un rêve, un grand rêve. Ouais. Intimement lié à mon enfance et je l'ai réalisé il y a peu de temps. Dans quelques années, je me vois à la tête d'une équipe beaucoup plus importante et même à l'échelle internationale qui me permettra d'allier boulot et plaisir parce que le voyage c'est quelque chose qui me plaît vraiment et ce qui me permettrait d'apprendre les langues. J'ai besoin de motivation, tu sais. J'adorerais parler plusieurs langues mais pour l'instant j'ai pas la motivation pour. Donc je me vois à la tête d'une équipe plus importante encore et mon rêve réellement ce serait de créer ma fondation qui s'appellerait des mots d'enfants pour participer en fait à la détection des enfants en danger. La détection et la prise en charge, pour l'avoir vécu, je connais les carences du système du coup et j'aimerais participer à faire évoluer les choses de ce côté-là et grâce au fait qu'on puisse constituer notre organisation commerciale chez IAD, on gagne notre liberté financière. Je t'en parlais tout à l'heure, moi demain quand je pars en vacances, contrairement à la plupart des chefs d'entreprise, j'ai quand même une rémunération qui tombe puisque j'ai mon équipe qui continue à travailler, elle. Et du coup, cette liberté financière va me permettre de m'ouvrir à des perspectives qui sont beaucoup plus grandes que le simple fait d'être conseillère en immobilier et manager. J'aurai la liberté de temps et l'argent. Quel était ton regard sur ton avenir plus jeune? J'avais pas de regard sur mon avenir, Ouais. tu peux pas en avoir. Quand tu viens de là où je viens, c'est compliqué. C'est compliqué, tu sais jamais ce que sera demain, tu t'as pas d'avenir en fait, c'est au jour le jour, tu peux pas faire autrement. Donc j'ai été en première littéraire, non pas parce que j'avais une appétence pour ça, c'est juste que j'avais des facilités, mais j'avais pas de... Oui, j'avais ce rêve d'être comédienne, j'ai fait du théâtre, mais j'avais pas de plan. Il t'est pas permis de rêver quand t'as une enfance compliquée, tu vois. Donc, disons que mon avenir, il s'est fait au jour le jour. Oui. Chaque jour un peu plus. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant que tu regardes en arrière, je trouve que tu es une personne vraiment... on se connaît un petit peu, donc tu es quelqu'un de très agréable, de très sociable, comme tu le disais, avec un parcours qui n'est pas facile. C'est une vraie réussite, je trouve, pour moi. C'est une vraie réussite et ça t'a rendue forte, je pense. Ouais, je pense. Je serais certainement pas ce que je suis si j'avais pas ce vécu-là. Ouais. C'est pour ça que je te disais, tu vois, le truc de la sécu, là, faire un dossier handicapé, non. Mon passé, il faut pas que ce soit un handicap, il faut que ce soit une force. Ouais. Et c'est ce qu'il en ressort finalement. Aujourd'hui, parce que comme je te l'ai dit, j'ai la chance, même si c'est un gros mot, la chance, parce que ça se provoque, la chance, il n'y a pas de chance en fait. Mais je suis à la place qui est la mienne, alignée avec mes valeurs et en direction de ce pourquoi je me lève le matin. Et j'aurais peut-être pas ce même parcours j'aurais certainement pas ce parcours professionnel et les perspectives qui sont les miennes aujourd'hui si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Donc ça n'a pas été facile, mais finalement le résultat est pas mal.
Juste pour revenir sur ta vie aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, du coup, au niveau de ton organisation vie pro, vie perso, ça se gère comment? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est une organisation millimétrée finalement parce que j'ai la double casquette, hein, j'ai quatre casquettes. Je suis conseillère en immobilier, je suis manager d'une équipe de 15 personnes, je suis maman célibataire de 2 enfants, un adolescent et une petite qui n'est pas autonome puisqu'elle n'a que 4 ans. Comme je me prends certainement pour Wonder Woman, j'ai créé l'association des commerçants sur notre commune. Donc ça nécessite, je travaille beaucoup. Mais en même temps, comme je te l'ai dit, c'était une valeur refuge dans mon enfance et je pense que j'ai gardé cette force de travail qui est la mienne. Et plus comme je fais ce que j'aime, j'ai jamais l'impression de travailler finalement. Mais c'est une organisation, oui, qui est millimétrée puisque les horaires à respecter par mes enfants. Par contre, voilà, c'est une anticipation constante. Mes enfants, je refuse qu'ils puissent les difficultés qu'on peut toutes rencontrer avec nos enfants, à savoir la maladie, on se lève le matin, ils ont 42 fièvres, et dans ces cas-là, tu vas pas te bosser, alors si ton patron peut t'excuser, ton entreprise, elle un peu moins, quoi, tu vois. Donc ça a été beaucoup d'organisation et d'anticipation de tout ce qu'on peut vivre au quotidien, c'est-à-dire que moi, mes enfants, s'ils sont malades, j'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai pour pouvoir continuer à travailler. Donc c'est juste beaucoup de rigueur. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de rigoureuse à la base, hein. Je suis plutôt du genre à être un peu freestyle. Mais ça a été ça, ouais, beaucoup d'organisation et d'anticipation pour que mes enfants ne soient pas, le mot n'est pas beau, mais ne soient pas un frein au développement de mon activité professionnelle qui nécessite que je m'implique vraiment profondément. Que tu arrives à mener tout de front, c'est ça. Entre guillemets, correctement, si on peut dire. C'est ça. Et tu vois, c'est un travail que j'ai fait aussi parce que quand j'étais dans les assurances, je travaillais énormément également. Tu l'as bien compris, avec un manager qui dit qu'à 20h30, tu dois être en clientèle, c'est que tu bosses un peu. Du coup, mon petit, j'avais Caron à l'époque, il allait à la garderie à 7h30 du matin, il allait à la garderie le soir jusqu'à 18h30. J'avais une nounou qui prenait le relais jusqu'à 20h30. Et j'étais dans la culpabilité constante de ne pas pouvoir, d'imposer ce rythme-là à mon enfant. J'impose toujours un rythme soutenu aujourd'hui à mes enfants, même si ma fille ne va pas à la garderie le matin, mais elle va à la garderie tous les jours jusqu'à 18h30. Elle vient bosser parfois avec moi. J'ai dépassé ce sentiment de culpabilité déjà parce qu'ils sont impliqués, mes enfants, ils savent pourquoi je travaille. C'est important. Tu leur as fait comprendre la valeur travail? Je leur ai fait comprendre, alors j'aimerais lui faire comprendre un peu plus à mon ado, enfin lui transmettre en tout cas. Et ouais, ils savent pourquoi ils ont ce rythme-là. Mon fils, depuis que je suis maman célibataire, donc depuis 2 ans et demi, il est parfaitement autonome au niveau de ses devoirs. Je ne mets jamais le nez dedans. Je lui fais une confiance absolue. Ça a été difficile au début pour lui. Il est passé d'une moyenne de 14 à 11,5 par exemple. Sauf que quand il avait 14 de moyenne, c'était plus le résultat de mes efforts que les siens. Puisque c'était maman qui tirait derrière, qui poussait, qui vérifiait, et au final, il se reposait un petit peu là-dessus. Donc il y a eu un temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, mon fils, il travaille avec les moyens qui sont les siens à l'école. Je ne vais pas me plaindre, c'est un bon gamin. Il y a un élève qui pourrait mieux faire, bien évidemment, mais il a 14 ans. Donc il a d'autres préoccupations que sa réussite scolaire. Et il comprend aujourd'hui, et il accepte, que je n'ai pas le temps pour être constamment derrière lui sur certains sujets. Parce que il sait qu'il faut que ça tourne professionnellement. Parce que je suis seule à assurer leur bien-être présent et futur. Il connaît mes rêves aussi. Il y adhère. Il sait que j'ai des rêves pour lui aussi. Donc si tu veux, de les avoir impliqués, Mia c'est plus compliqué, elle est petite, elle a 4 ans. Mais de les avoir impliqués m'a permis de déculpabiliser sur le rôle de maman. Et aujourd'hui, je passe du temps, alors peut-être pas en quantité avec eux, mais en tout cas en grande qualité. Vraiment. Et c'est le professionnel aussi et la rémunération, donc l'implication qui permet de passer du temps de qualité avec tes enfants. Ouais, tu as réussi vraiment à trouver un équilibre avec eux, ouais. Travail et moments en famille équilibrés, quoi. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui écoutent et qui voudraient peut-être se lancer, alors chez IAD ou pas? Ouais. Non, se lancer tout court. Se lancer tout court, de foncer.
si c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en eux, qui les fait vibrer, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Il faut se préparer aux difficultés parce qu'il y a des difficultés à être à son compte, hein, bien évidemment, et à ne pas tout confondre. On se lance tous dans l'indépendance pour la liberté, mais on ne peut pas s'octroyer cette liberté au moment où on se lance, il faut la gagner, cette liberté. Parce que si on s'octroie la liberté tout de suite, à la fin du mois, il n'y a rien dans le frigo. Donc il faut être conscient de la discipline qu'il faut s'imposer. Mais par contre, il n'y aura jamais de patron plus bienveillant que celui qu'on est pour soi-même. Il n'y aura jamais de plus grande motivation que celle de se lever pour soi et pour l'atteinte de ses rêves. Ça permet aussi de dépasser toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Hein. Quand tu rencontres des difficultés au sein de ton entreprise, quand tu es salarié, pour la dépasser, c'est compliqué. Parce que finalement, tu te lèves au quotidien pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Quand tu es à ton compte, chaque difficulté, tu la surmontes si tu te rappelles ce pourquoi tu fais les choses. Il faut être aligné. Si tu sais pourquoi tu veux te lancer, alors lance-toi. Ce sera difficile, mais tu y arriveras, forcément. Je suis complètement alignée avec ça. J'aime beaucoup. Est-ce que, donc ça sera la dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Ouais, à l'impossible, nul n'est tenu. Ça, c'est chouette aussi. Je suis persuadée, convaincue que on est tous capables de grandes choses et qu'il n'y a que la volonté qui fait la différence. Demain, j'ai envie d'être présidente, je serai présidente. C'est juste que bon, je vais retourner à l'école quelques années. Mais je suis persuadée que quand on croit très fort en les choses, on se donnera les moyens d'y arriver. Et si on se donne les moyens d'y arriver, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a que la volonté. La preuve, cet été, quand j'ai fait le GR20 sans forcément d'entraînement et sans avoir fait quoi que ce soit au préalable, et je l'ai fait, parce que j'avais la volonté de le faire. D'ailleurs, c'était comment? Fantastique, fantastique. J'ai même pas vu la difficulté tellement c'était quelque chose qui me nourrissait en fait. Ça représente combien exactement? 180 km à travers les montagnes corses, à pied, avec 12 000 mètres de dénivelé positif, autant de négatifs, avec un sac de 15 kilos sur le dos, une hygiène déplorable, la chaleur corse, mais... Et je suis pas une sportive, j'ai un tempérament sportif, mais je ne fais pas de sport au quotidien, etc. J'ai voulu le faire, je l'ai fait. Mais pourquoi? Pourquoi tu as voulu faire ça d'ailleurs? Alors on relève là de la psychologie. Ce qui ressort de mon enfance aujourd'hui et que j'arrive pas à dépasser, c'est la fierté. Je n'arrive pas à être fière de moi. Et je me suis dit qu'en faisant le GR20, peut-être en dépassant certaines limites physiques, j'arriverais à l'être. D'accomplir un truc qui soit tangible en fait, tu vois. Et seul aussi peut-être. Et seul aussi, bien sûr. C'est pour ça, ouais, parce que je voulais pas, si j'y arrivais, je voulais pas que ce soit grâce à quelqu'un. Parce qu'en fait, je suis une vraie je sais pas si c'est une vraie extravertie, c'est-à-dire que je me nourris de l'autre, je vais puiser mon énergie chez l'autre. Et si j'y avais été avec quelqu'un de plus entraîné que moi, j'aurais réussi grâce à lui pour ne pas être son boulet. Et si j'avais été avec quelqu'un qui aurait eu plus de difficultés que moi, j'aurais réussi par devoir d'exemplarité. Tu vois? Et je voulais pas que ma réussite que je puisse l'attribuer à quelqu'un. Il fallait vraiment que ce soit mon énergie à moi qui me fasse avancer chaque matin malgré les difficultés. C'est pour ça que je l'ai fait et j'ai décidé de me lancer un défi physique par an. Super. Parce que c'est chouette et ça permet aussi de faire une pause et de m'accorder du temps à moi, pour le coup. Ouais. Qu'est-ce que t'en as ressorti de cette expérience? Encore une fois, c'est c'est mon mantra. Qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Enfin, je suis une petite nana d'1m54 qui fume un paquet de clopes par jour, qui fait pas de sport et ça peut paraître rien pour des grands sportifs ou des trailers qui le font en 3 jours. Moi, je l'ai fait en 11 jours et c'est déjà énorme pour quelqu'un pour moi, tu vois. Bah, clairement. Donc, ouais, c'est chevillé à moi, vraiment, c'est quand on veut, on peut. Et t'es fière de toi après avoir fait ces 11 jours? Ouais, il y a une certaine fierté, ouais. Tu peux l'être, hein. Ouais, vraiment. ouais. Il y a une certaine fierté. C'est une super
super expérience de l'avoir fait seule. C'est Ouais. top. Ouais. Et c'est une belle aventure humaine de l'avoir fait seule. Parce que quand tu es à plusieurs, tu t'enfermes dans ton groupe finalement, parce qu'il est plus facile de parler à quelqu'un que tu connais qu'à quelqu'un que tu connais pas. Le fait de l'avoir fait seule m'a vraiment ouvert à toutes les personnes que j'ai pu croiser. Et humainement, ça a été une très très belle expérience. J'ai d'ailleurs encore des contacts avec les personnes que j'ai croisées. J'ai été faire les 50 ans d'une des personnes avec lesquelles j'ai marché sur le GR. Il y a des liens qui se sont tissés. Donc c'est très enrichissant de faire les choses seules. Vraiment. Et même au niveau introspection, ça t'a peut-être aussi pas mal aidé. Alors je pensais, et finalement pas. D'accord. Pas du tout. Je pensais qu'il allait y avoir de l'introspection, et j'étais aussi partie pour ça, hein, quelque part, seule. Mais en fait, non, à aucun moment j'ai fait preuve d'introspection. En fait, j'en prenais tellement plein la vue tout le temps que j'étais en admiration devant tout ce qui m'entourait qu'il n'y avait pas d'introspection. C'était, je me nourrissais de tout ce qui se passait, en fait, tu vois. Vraiment. Super expérience. Ouais. Et la prochaine, tu sais déjà ou tu sais? Alors, ouais, j'aimerais. Alors, je pense que je vais devoir revoir mes plans parce que j'aimerais faire l'ascension du Mont Blanc cette année. Sauf que ça nécessite une préparation un peu plus importante puisque c'est de la haute montagne, qu'il faut des notions d'alpinisme, il faut faire des stages, etc. Et que cette année, je ne sais pas si tu as suivi, mais le Mont Blanc a été fermé à partir du 12 juillet parce qu'avec la chaleur, c'était trop dangereux, il y avait des éboulements, etc. Sauf que j'ai ma contrainte famille. Les vacances scolaires arriveront quasiment à ce moment-là, donc la période où je n'aurai pas mes enfants sera peut-être trop tardive pour que je puisse faire le Mont Blanc cette année. D'accord. Et du coup, pour l'instant, j'avais pas de plan B. Peut-être une traversée des Pyrénées. À voir. Ouais, voir la traversée des Pyrénées par les crêtes. Je suis en train d'y réfléchir depuis 2 jours. Ok, écoute, merci beaucoup Mélodie, c'était une super interview et je te souhaite vraiment bonne continuation dans tes super projets. Merci à toi Béné, ça a été une expérience assez particulière pour moi, je m'imagine, mais qui me prouve encore une fois que je suis alignée avec le chemin que j'ai choisi. Ouais, c'est top. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.